mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Vous nous suivez ici et partout ailleurs à travers le monde. Bienvenue, Madame, Messieurs, à cette édition vespérale qui ouvre la semaine. Voici sans plus tarder le titre sommaire. Le président congolais Félix Tshisekedi a foulé le sol angolais pour participer au sommet des affaires États-Unis. Afrique ouvert ce lundi à Luanda. Ce grand rendez-vous s'inscrit dans une vision commune de prospérité entre les USA et l'Afrique. Dans l'actualité également, pour parler de paix entre groupes armés et autorités congolaises ont débuté ce lundi en province de l'Ituri. Soutenu par la MONUSCO, ce dialogue vise entre autres à éradiquer les poches d'insécurité et restaurer surtout la paix dans cette région. Ce cadre rassemble groupes armés et forces vives de la nation. Hausse exagérée et non contrôlée des tarifs dans le transport en commun, les étudiants de l'université de Kinshasa expriment un ras-le-bol. Ces derniers ont manifesté ce lundi cette forme d'arnaque qui bousille leurs petites économies. Ils lancent un SOS aux autorités compétentes. Vous les suivrez dans ce journal. Voilà tout pour les grands titres sommaires. Merci de nous rester fidèles. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi matin à Luanda, en Angola, pour participer au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique, organisé par le Corporate Council on Africa. Ce sommet de Luanda réunit plus de 1500 délégués, dont les chefs d'État, les chefs de gouvernement, et les ministres africains, de hauts fonctionnaires du gouvernement américain, ainsi que des dirigeants d'entreprises américaines et africaines. Le projet du corridor de Lobito sera au cœur des échanges entre dirigeants africains et américains. Au cours de ces sommets, le président de la République congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fera un exposé dans un panel spécifique sur le corridor de Lobito, un projet soutenu par le gouvernement américain. 5 ans avant 2030, accélérer la prestation des services publics pour un avenir durable. C'est le thème choisi en cette édition 2025 pour la célébration de la Journée internationale de la fonction publique. Une thématique qui met l'accent sur l'importance d'une administration publique efficace, performante pour atteindre les objectifs de développement durable ODD d'ici à 2030. Les détails dans ce reportage signé Suzuki Boromari. On mit l'accent en cette célébration de la Journée internationale de la fonction publique sur l'importance d'une administration publique efficace et performante pour atteindre les objectifs de développement durable ODD d'ici à 2030. Il s'agit de 5 ans avant 2030, accélérer la prestation des services publics pour un avenir durable. En cette édition 2025, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dit dans son message « Les fonctionnaires œuvrent au quotidien à notre service ». Cet événement est important pour les mettre à l'honneur. La célébration de la Journée des Nations Unies pour la fonction publique a pour but de célébrer les valeurs et la vertu du service public pour la communauté et souligner la contribution du service public au processus de développement, de reconnaître le travail des fonctionnaires et d'encourager les jeunes à poursuivre des carrières dans le secteur public. Depuis la première cérémonie de remise des prix en 2003, les Nations Unies ont reçu un nombre croissant des candidatures du monde entier.
Le prix du service public des Nations Unies est la reconnaissance internationale la plus prestigieuse de l'excellence dans le service public. Il récompense les réalisations créatives et les contributions des institutions de services publics qui conduisent à une administration publique plus efficace et plus réactive dans le pays du monde entier. Par le biais d'un concours annuel, le prix du service public des Nations Unies promeut le rôle, le professionnalisme et la visibilité du service public. La Journée des Nations Unies pour la fonction publique, proclamée en 2003 par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution A/S 57/277, met en valeur le rôle de l'administration publique pour le développement et auprès des communautés. Je l'annonçais également en titre, les pourparlers de paix entre groupes armés de l'Ituri et les autorités congolaises ont débuté ce lundi 23 juin 2025 dans le territoire d'Aru, situé à plus de 300 km au nord de la ville de Bunia, chef-lieu de la province, organisé par les autorités provinciales avec le soutien de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO. Ce dialogue vise à mettre fin aux hostilités, à restaurer l'autorité de l'État dans cette région et à faciliter le retour des déplacés. Plusieurs groupes armés participent ainsi à ces pourparlers aux côtés des chefs coutumiers, de leaders communautaires ainsi que des députés nationaux et provinciaux, et parmi eux figurent notamment la Codeco, Mapizaïr, la FPIC, la FRPI et Chiniatuna. Durant 5 jours, les participants évalueront les avancées, mais également les défis liés aux résolutions adoptées lors du précédent dialogue de paix tenu du 26 mai au 3 juin 2023. Jolie Sekouye Palmer nous fait le point depuis l'Ituri. La cérémonie du lancement se déroulait ce lundi 24 juin 2025 dans la salle polyvalente du lycée Adi à Lémi de la commune rurale d'Aru sous la direction du général-major Mushimba Antoine Josué, le commandant de la 32e région militaire. Ce dialogue entre groupes communautaires de l'Ituri élargi aux chefs coutumiers et aux leaders communautaires vise la paix, la sécurité et la cohésion sociale. L'administrateur policier du territoire d'Aru, le commissaire supérieur principal Richard Mbambi Kingana Kitabakulu a salué les calmes relatifs qui règnent dans son entité administrative. Pour lui, les groupes armés concernés doivent libérer leur cœur pour la paix en Ituri. Le territoire d'Aru qui vous accueille une seconde fois est une oasis de paix. Il est accueillant et reste ouvert pour servir et offrir un cadre à ce genre d'activité au profit du calme en province de l'Ituri en particulier et sur l'ensemble de la RDC en général. Pour le général-major Mushimba Antoine Josué, le commandant de la 32e région militaire a donné l'essence de la tenue de ce dialogue entre groupes armés à Aru 2. Il a notamment rassuré que le dialogue est l'unique moyen pour arriver à résoudre le différend. La province de l'Ituri connaît une particularité de l'activisme de groupes armés locaux et étrangers. C'est la raison de l'organisation et de la tenue de ce dialogue avec les groupes armés locaux. Notez que cette tenue de dialogue est pour la deuxième fois entre groupes armés de l'Ituri sous le haut patronage du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, qui va durer 3 jours. Parlons aussi de l'opération Ndobo qui a été lancée ce 23 juin à Kisangani dans la province de la Tchopo. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a donné le ton à cette action a insisté sur l'implication et la collaboration de la population pour sa réussite. Jacquemin Chabani a demandé aux comités locaux de sécurité de prêter main forte au gouvernement dans la lutte contre le banditisme urbain à la base de l'insécurité notoire qui sévit dans plusieurs villes de la RDC. C'est ce que nous dit Suzy Kibiromari dans ses commentaires. Musique, hymne national.
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, continue sa lutte contre le banditisme urbain. À Kisangani, il a lancé l'opération Ndobo pour lutter contre l'insécurité urbaine. L'opération Ndobo, signifiant Ameson en lingala, vise à lutter efficacement contre l'insécurité et la criminalité urbaine, a insisté Jacquemain Chabani-Louko devant plusieurs personnalités et notables, Chopo, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Et aussi dans cette même province de la Chopo, on apprend à danser au rythme de l'opération Ndobo à Kinshasa, comme nous le disions. Le nouveau commissaire provincial de la police évalue les résultats récoltés dans la dite opération. Le commissaire divisionnaire Dieudonné Nkantou s'est fait présenter quelques policiers qui ont été arrêtés dans le cadre de la dite opération. Justement, regardez. Il avait promis qu'il sera un flic de terrain. Le voilà en action. Le lundi 16 juin, il a lancé la deuxième phase de l'opération Ndobo avec comme spécificité la traque des braqueurs à Kinshasa. L'opération produit déjà ses fruits. Des faux policiers arrêtés sont ici présentés au général. L'opération Dobodé a aussi permis de maîtriser cet agent de l'ordre qui extorquait les cunons au nom du commissaire provincial. À côté de lui, ces 5 jeunes armés de machettes, communément appelés Koulouna, ont été neutralisés sur leur secteur d'opération. Cette arrestation est à mettre au compte de l'opération de sécurisation du corridor Matadi-Kinshasa sur demande du ministère des Transports, voies des communications et de l'économie nationale. Jeudi 19 juin, sous un soleil de plomb, le commissaire provincial de la police de Kinshasa a surpris ses collaborateurs et les Kinois en prenant leur moto pour lancer cette opération. Le corridor avec son goulot d'étranglement à Mitendi, rond-point Ngaba, route bypass 14e rue Limité et Kingaba poids lourd, a été parcouru entre 10h et 16h. Cette voie renflouante de l'économie nationale et de la capitale sera désormais sous la surveillance d'une unité spéciale dotée de motos neuves avec mission de sécuriser. Engin Oyo, toujours qui en haut, pour la surveiller le corridor. On va préciser pour les véhicules et poids lourds. Route Tanango, la Mitendi, Ezui, Rumpengaba, Ezui. Bypass, Ezui, 14e rue et côté poids lourd. Bon itinéraire. Bino bozo kofeye na ngo janini. Butu babo tu l'avons bloqué la bangote, va déranger bango péter na bakuluna. Tout comme ba braquer. Na moi, embouteillage à la tête. Fluidité à la malamu na itinéraire wana. Tokani? Partout où il est passé, sa seule présence a suffi pour fluidifier la circulation. Malgré tous ces résultats, pas de satisfaction pour le général qui a refusé tout commentaire sur ses actions. Pour lui, il y a encore du travail à faire. Et dans son périple au Grand Équateur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a révélé le vaste programme de réforme qui est mis en œuvre pour impulser une nouvelle dynamique au sein de l'armée congolaise. Guy Kambombo Mwadianvita a sillonné le Grand Équateur en s'imprégnant des difficultés des centres de formation, dont celui de Kotakoli. Les détails dans ce reportage de Suzuki Boromari. Dans son itinérance dans le Grand Équateur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kambombo Mwadianvita, est arrivé à la 13e région militaire, le Kamouchi, dernier site visité par le numéro 1 de la Défense nationale, où il a tenu une causerie morale avec toutes les unités au cours d'une parade en vue de crever les différents abcès qui gangrènent cette région militaire. Sans embâge, le militaire ont exposé leurs difficultés au patron de la Défense nationale, le tout premier à leur offrir cette proximité. Maître Guy Kambombo Mwadianvita a promis à cette occasion de prendre en compte les diverses préoccupations dont la politique de défense est en cours d'élaboration. Concernant le problème de spoliation du camp et du domaine militaire, le patron de la Défense nationale a fait savoir que des mesures sévères seront prises afin de rétablir l'armée dans ses droits. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a bouclé sa tournée en révélant qu'un vaste programme de réformes
et de reconstruction des FARDC est plus que nécessaire pour le patron de la Défense nationale qui devait s'enquérir de la situation opérationnelle actualisée et évaluer les conditions d'exercice des FARDC dans cette région nord-ouest de la République. Au cours de son périple, Guy Kabombo Moued a constamment souligné l'importance d'une armée unifiée derrière le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans des conditions où l'intempérie s'invite, il a su allier autorité et compassion, échangeant avec les familles des militaires pour construire une armée forte, républicaine et profondément ancrée dans les besoins du peuple congolais. Toujours dans ces secteurs, les policiers ont désormais des infrastructures adéquates pour leur formation. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a ouvert les portes de l'école de formation de police Kapalata, réhabilitée à hauteur de 500 000 $ américains sur fonds propres du gouvernement central. Cette infrastructure a une capacité d'accueil de 2000 apprenants. Retrouvez une fois de plus le timbre vocal de ce équipe Romari. De plus de 13 hectares, l'école de formation de police de Kapalata, située à plus de 7 km de Kisangani, dans la province de l'Achopo. Elle revêt sa plus belle robe d'antan après 70 jours de travail acharné. Les travaux de réhabilitation ont été financés à hauteur de plus ou moins 500 000 $ américains sur fonds propres du gouvernement central au travers le ministère de l'Intérieur qui a inauguré le bâtiment ce 23 juin 2025. Le gouverneur de province, Paul Lendongolia, a exprimé sa gratitude au gouvernement central à travers le ministre de l'Intérieur pour cette bâtisse utile et a promis d'en faire bon usage. La réhabilitation du centre de Kapalata est aussi une victoire de la foi, de la patience et de l'efficience, d'un plaidoyer persistant et multi-acteurs que je félicite tous solennellement à ces moments. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a pour sa part lancé un défi au commandement de la police, celui d'organiser dans un bref délai la formation de la première promotion des apprenants dans cette école nouvellement réhabilitée et suffisamment équipée. Voici le prochain défi, le prochain objectif que nous devons réaliser ensemble, et dont le commandement de la police a la première responsabilité. Il va falloir que vous puissiez nous indiquer dans les délais les plus brefs le jour où nous allons lancer la première promotion dans cette école ici. Cette école de police regorge en son sein des bureaux administratifs, des salles de cours, un centre hospitalier, des dortoirs hommes et femmes, un terrain d'entraînement et un puits de forage des 60 mètres de profondeur et l'installation de 6 citernes d'eau avec une capacité de 5000 litres chacune. Et au Kasaï central, les structures de la société civile ont organisé un forum régional de la Provence axé sur les ressources naturelles CECI en faveur d'une cinquantaine de structures de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. L'activité a eu lieu au barreau de Kananga. Reportage. Placé sous le thème « Unis pour l'égalité du genre dans l'exploitation des ressources naturelles pour les générations actuelles et à venir », ce forum régional du Kasaï central est organisé en vue de réfléchir ensemble sur les causes profondes à la base des aspirations des violences sexuelles. Albert Kyungu, du Conseil régional des organisations non gouvernementales, démontre les résultats des diagnostics posés. Les diagnostics que nous avons posés ont démontré que plusieurs conflits surgissent dans la province et constituent des occasions de violence sexuelle. De l'autre côté, on a compris que la gestion désordonnée et incontrôlée de nos ressources naturelles, de nos terres, de nos forêts, de nos eaux, de nos mines,
toutes ces ressources mal gérées entraînent encore des violences et des violences sexuelles. Au terme des exposés et échanges avec toutes les structures invitées pour la circonstance, Nathalie Kambala-Loussé, directrice pays des femmes main dans la main pour le développement intégral, n'a pas manqué de saluer l'engagement de chaque participant. Nous disons merci à toutes les structures qui ont participé activement aux échanges et apporté des contributions par rapport à la question. Je voulais rendre hommage aux femmes victimes de violences sexuelles en temps de Kamona Sabou qui sont avec nous dans la salle. Je pense qu'on a déjà fait beaucoup d'actions, mais aujourd'hui, lier les normes socioculturelles aux ressources naturelles, à notre environnement, ça veut dire qu'il y a une symbiose qui commence à se créer encore sur les différentes questions que nous aurons à discuter les jours prochains. Même sentiment partagé par Marie-Isabelle Bampembe, ministre provinciale du genre, qui a présidé la dite activité. Je vous demande de capitaliser toutes les acquis de ces forums afin de mutualiser les énergies pour mieux vivre dans la cohésion, tout en évitant les conflits et toute violence qu'ils génèrent. C'est la salle de conférence du barreau de Kananga qui a servi de cadre à la tenue de ce forum qui s'est tenu à l'occasion de la Journée internationale de l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. À Kinshasa, l'application de manière barbare du tarif de transport en commun provoque une onde de choc parmi les usagers, particulièrement les étudiants de l'université de Kinshasa. Ces derniers, déjà confrontés au paiement des frais académiques estimés élevés, dénoncent une charge supplémentaire qui menace leur accès à l'éducation. Entre colère et inquiétude, la jeunesse estudiantine appelle les autorités compétentes à corriger au plus vite cette situation. Reportage de Tina Masaka, rendu par David Fidebozolo. Alors que le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa venait de fixer depuis plusieurs mois le prix des transports en commun, force est de constater que dans certains tronçons, les conducteurs de taxis et taxibus haussent unilatéralement les prix de certains trajets. Ils tentent de justifier cela par les prix du carburant qui pourtant n'a pas augmenté et l'état désastreux de route. Les étudiants de l'université de Kinshasa lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes afin de corriger cet état des choses. On va constater que nos chauffeurs de Kinshasa, précisément qui fréquentent les milieux universitaires, ont haussé le prix. Du jour au lendemain, les prix varient. Mais chose grave est de constater que la raison majeure qui fait objet de cet haussement est omis. Et c'est une situation qui affecte la plupart des étudiants. Voilà pourquoi nous, étant étudiants du campus de l'université de Kinshasa, en sigle, nous venons revendiquer nos droits tout en disant non à ces phénomènes. Pourquoi? Parce que ça empêche à ce que la plupart des étudiants puissent fréquenter le site universitaire. Cette situation impacte la bourse du petit peuple qui ne sait pas à quel sein se vouer. Le chauffeur, en complicité avec les receveurs, ont la haine contre nous. Par exemple, ils augmentent les prix des transports pour certains trajets qui habituellement correspondaient à un prix abordable. Mais comme sur les champs, sur le terrain, au foutu 1000 francs. Mais par exemple, au outil Moussala, au salaire, au comme 18h, soit 13h, 14h, au moins que prix à transport échangé, au lieu de 1000 francs, et varié directement à 2000, 3000. Alors, Toko Senga et pas Bino, va conseiller de moyen, il y a pour réduire. Le gouvernement congolais est donc appelé à réhabiliter les routes et à sanctionner les chauffeurs malhonnêtes qui causent du tort à la population. Terminons par cette éphéméride. Les Nations Unies estiment qu'il y a environ 258 millions de veuves à travers le monde. La Journée mondiale des veuves qu'elle a instaurée en 2011 est une occasion pour sensibiliser l'humanité sur les droits des veuves, souvent marginalisés. Dans certaines cultures, le 23 juin de chaque année est une opportunité donc pour les gouvernements
de s'engager à lutter contre les abus dont sont victimes les veuves, parmi lesquelles l'exclusion, les mariages forcés ou la confiscation forcée de leurs biens. Suzuki Miro-Marie pour plus de détails. C'est pour sensibiliser le public aux difficultés auxquelles sont confrontées les veuves et à promouvoir leurs droits qui est célébré le 23 juin de chaque année. Cet événement met en lumière les défis spécifiques auxquels sont confrontées les veuves, notamment en termes de pauvreté, de discrimination, de violence et de perte de droits. Les gouvernements sont ainsi interpellés aux réalités des veuves et à la nécessité de leur soutenir. Un moment pour faire pression en faveur de l'égalité des droits et des chances pour les veuves, ainsi que pour la protection de leurs droits fondamentaux. Des actions sont souvent entreprises pour apporter un soutien direct aux veuves, comme des initiatives de solidarité, des levées de fonds ou des campagnes de sensibilisation. Pour l'édition 2025, le thème s'inscrit dans la continuité des années précédentes en mettant l'accent sur l'autonomisation des veuves et la lutte contre les discriminations qu'elles subissent. Les veuves font tout d'abord face au chagrin et au deuil qui peuvent être accablants et s'accompagner d'une dépression, de solitude, de colère, de culpabilité ou même de confusion. C'est en 2011, à l'initiative de la Fondation Loomba, une organisation engagée dans la défense des droits de veuves à travers le monde, que les nations se sont unies pour dénoncer les cultures qui marginalisent ou privent les veuves de leurs droits fondamentaux. La date du 23 juin a été choisie en hommage à la mère de Raj Loomba, devenue veuve en 1954 et confrontée aux difficultés sociales et économiques que connaissent de nombreuses femmes dans certaines situations. Depuis son adoption par l'ONU, cette journée est célébrée chaque année afin de sensibiliser les gouvernements et les citoyens à cette problématique. Selon les Nations Unies, on estime qu'il y a environ 258 millions de veuves dans le monde, dont près de 115 millions vivent dans la pauvreté. Ainsi se referme ces journaux, l'essentiel à retenir. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a foulé le sol angolais pour participer au sommet des affaires États-Unis-Afrique ouvert ce lundi à Luanda. Ce grand rendez-vous s'inscrit donc dans une vision commune de prospérité entre les USA et l'Afrique. Des pourparlers de paix entre groupes armés et autorités congolaises ont débuté ce lundi en province de l'Ituri. Soutenu par la MONUSCO, ce dialogue vise entre autres à éradiquer les poches d'insécurité et restaurer la paix dans cette région. Ce cadre rassemble groupes armés et forces vives de la nation. Hausse exagérée et non contrôlée des tarifs dans le transport en commun. Les étudiants de l'université de Kinshasa expriment un ras-le-bol. Ces derniers ont manifesté ce lundi cette forme d'arnaque qui bousille leurs petites économies. Ils lancent un SOS aux autorités compétentes. Vous les avez suivis dans ce journal. Vous nous avez suivis en Ituri, au nord et au sud Kivu et partout ailleurs à travers le monde. Grand merci pour l'attention accordée à cette grande édition des lundis qui s'achève déjà. Et si vous voulez, vous pouvez toujours retrouver ces contenus à travers notre site YouTube www.groupelavenir.org. À très vite. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.